Chers internautes de IGF1.5, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Abdoulaye Sow. M. Abdoulaye Sow est le président de l'Union nationale des coopératives exploitants forestiers. Et donc le prétexte de cette invitation, c'est le vote du nouveau code forestier le 2 novembre dernier par les députés de l'Assemblée nationale. Bonjour, M. Sow. Oui, bonjour. M. Sow, l'actualité, donc, c'est le vote du nouveau code forestier. Vous, en tant qu'acteur de ce secteur, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? La gestation a duré plus de 3 ans. Mais le prétexte actuellement, c'est qu'il y a des événements que nous subissons depuis un certain temps au niveau de la forêt. Ce qui explique que, certes, ce code a été corsé au niveau des peines pour la bonne et simple raison que l'ancien code n'avait pas en vue ces genres de problèmes que nous constatons depuis un certain temps. Comme vous le savez, au niveau de nos frontières, les gens sont en train quand même de prendre les produits forestiers sénégalais, de traverser la Gambie et de les convoyer dans d'autres pays. Et ça aussi, ce phénomène a duré et que c'était normal quand même que le législateur puisse s'intervenir dans la chose afin quand même de voter ce code. Ce qui est sûr et certain, nous en tant que membres du comité de la commission chargée de la rédaction du code, nous avons apporté notre point de vue à la chose parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je peux dire que nous avons démarré les réflexions depuis 2014. Maintenant, la nouveauté, on peut le voir au niveau des peines, parce que les peines ont été corsées, à l'image de ce que le législateur a fait au niveau de l'élevage avec cette situation de vol de bétail. Mais pour ce qui concerne la foresterie, il y a aussi d'autres situations que le code a pris en compte parce que nous sommes aussi dans des zones ou dans des aires d'aménagement qui fait que maintenant l'exploitation forestière se fait aussi dans ces plateaux aménagés. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Les gens travaillaient dans les zones non aménagées. Maintenant, c'est une obligation que les gens puissent travailler dans les zones aménagées et que le nouveau code a pris en compte cette nouvelle dynamique qui peut encourager une exploitation forestière durable. Alors, pour ce qui est des peines, elles sont passées de 4 jusqu'à 10 ans et les amendes peuvent aller jusqu'à 30 millions. Est-ce que ce n'est pas quelque part un peu excessif? Bon, je ne pense pas. Bon, parce que c'est le phénomène que nous avons constaté qui a amené quand même le législateur à essayer d'amener dans ce sens. Vous savez, il y a des gens organisés au niveau de nos frontières et que ces gens-là s'organisent et ils ont impliqué même l'autochtone, je vous nomme la population autochtone, dans ce système d'exploitation frauduleuse. Et qu'il y a beaucoup de conteneurs qui traversent la Gambie, la Guinée-Bissau, et que l'origine de ces produits, c'est le Sénégal. Donc, il fallait quand même que les gens puissent faire quelque chose. Ce que je peux dire, il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la fraude qu'on devait prendre en compte pour la réflexion. Tantôt, ils ont interdit l'exploitation du bois. Nous ne sommes pas, certes, nous ne sommes pas un pays de forêt à 100%, mais ce que nous avons, on devait l'exploiter rationnellement. C'est ce qui se faisait. En tout cas, l'arbre a une durée de vie et qu'après cela, on doit quand même l'exploiter pour les besoins pour les besoins nationaux. Donc, je ne pense pas je ne pense pas que le fait de regarder les deux choses, je veux parler de l'exploitation illicite et l'exploitation normée, et s'il n'y a pas un trait d'union pour essayer de serrer la bonne graine et livrer, ça aussi je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que je lance un appel aux autorités pour qu'ils aussi repensent la chose. Ça n'a rien à voir avec le code, mais regardez la situation des gens qui travaillent depuis X années
au niveau de ces zones forestières, et que maintenant on dit que le bois est interdit et que ces gens-là n'ont plus la possibilité légale d'avoir du bois qu'ils trouvent au niveau de leur maison, et que ça aussi, le droit d'usage permet quand même aux autochtones de pouvoir bénéficier de la forêt sans pour autant être taxés quand même de délinquants ou autres. Certains acteurs, naturellement, du secteur ne sont pas vraiment pour ce code. Je pense que quand on interdit des choses, il faut pouvoir proposer des alternatives. Ce qui est mauvais, c'est de faire de l'amalgame. Il y a le code qui sanctionne des délits, mais il y a aussi une exploitation normée et normale. Et pour ce faire, on doit convier sur une table à tous les acteurs pour leur demander quand même de respecter les limites. Mais il y a une exploitation encadrée par le service forestier. Et cette exploitation du bois artisanal, du bois d'œuvre, c'est des produits qui alimentaient le Sénégal. Donc si un bon jour on dit que ça s'est arrêté, ça peut créer des tensions parce que ces gens-là, il y a beaucoup de familles qui se nourrissent de la forêt. Donc on ne pouvait pas, comme ça, arrêter cette exploitation du bois sans pour autant mettre en chantier d'autres alternatives pour permettre aux gens quand même de continuer à vivre. Prenons l'exemple des scieries, ce n'était pas beaucoup. C'était moins de 15 scieries. Mais ces gens-là employaient des milliers de personnes. Et dans des zones où c'est contrôlé par le service forestier. Si un bon jour on leur dit que maintenant vous arrêtez, ces employés-là, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et que dans ces zones-là, s'il y a industrie, ce n'est rien d'autre que l'industrie du bois. Donc, favoriser maintenant la fraude nationale, c'est ce que j'appelle une fraude nationale. Si tout est interdit, les gens maintenant ont tendance à rentrer dans la fraude et que qui va y perdre? L'État du Sénégal, je veux dire que le Trésor public ne perçoit rien du tout dans ce système. Il est normal quand même qu'ils revoient leur copie afin de permettre aux gens qui travaillent dans les zones aménagées de pouvoir bénéficier légalement des retombées des produits forestiers tels que le bois d'œuvre et le bois artisanal. Alors, de par le passé, on a connu des cas de tuerie dans la forêt. Est-ce que l'adoption de ce nouveau code peut nous éviter à l'avenir ce genre de situation? Il y a deux choses qu'on peut distinguer. Parce que là où il y a ce problème-là, c'est des zones de guerre. Et que dans des zones de guerre, ce n'est pas un problème de code qui va régler le problème. Donc, c'est des problèmes qui perdurent et qu'on doit régler en amont. Ça n'a rien à voir avec le code. Parce que ces gens-là qui sont dans ces zones-là, je veux dire qu'ils sont dans des situations de guerre. Et que personne ne peut y rentrer pour y imposer ou parler quelque chose qui est inhérent avec la loi. Parce qu'il y a des combattants, il y a beaucoup de gens qui tournent dans ces zones-là et que le Sénégalais lambda ne peut pas rentrer dans ces zones. Donc, parler quand même de code dans ces zones-là, c'est méconnaître le problème. En tout cas, si on veut vraiment régler le problème, au fond, tout le monde doit travailler dans cette situation de guerre pour amener les gens à pacifier la Casamance, pour amener les gens, parce que ce n'est pas seulement un problème de bois ou de produits forestiers, mais il y a aussi d'autres essences, telles que l'anacarde. Il y a aussi la mangue qui pousse au niveau de ces zones-là. Donc, ça, c'est l'économie de la Casamance. Et que cette économie-là, je pense que pour que les Casamançais puissent y bénéficier, ou le reste du Sénégal, c'est quand même de créer une situation de dialogue et de paix, et que tout le monde y doit travailler, y compris notre organisation UNICEF, pour que la Casamance puisse avoir quand même bénéficié de ces retombées économiques qui sont en train de pourrir dans la forêt, et que ce n'est pas seulement le bois ou les produits de cueillette, mais il y a aussi d'autres essences qui sont dans la forêt et que les gens ne peuvent pas rentrer dans ces zones pour pouvoir, bien qu'il y a ce trafic organisé transfrontalier entre la Gambie et le Sénégal, ou dans ces zones-là que j'ai citées tantôt, que seuls ces fraudeurs internationaux ont la possibilité de rentrer et de sortir. Ça aussi, je pense qu'avec l'avènement du président Barrow, le Sénégal est en train de voir comment il peut faire pour éradiquer une bonne fois pour toutes cette situation. Mais encore une fois, moi je pense que ça n'a rien à voir avec le code. Il y a un problème, il y a un conflit au niveau de la Casamance. On doit vraiment essayer de travailler sur la paix pour que les gens acceptent cette paix
enfin comme de développer économiquement ce contrée du Sénégal. Dernière question, est-ce que ce nouveau code a un impact sur votre chiffre d'affaires? Oui, bien sûr. Je peux dire que les gens doivent faire maintenant attention parce que on ne s'amuse plus avec ça, ou on risque quand même de tomber dans ces études du nouveau code. Mais ce qui est sûr et certain, notre organisation est à l'aise parce que nous avons toujours travaillé dans les zones aménagées et que nous demandons à tout le monde quand même de respecter la loi sénégalaise, parce que sans la loi, on ne peut vraiment pas développer ce pays et que l'UNICEF ne peut que quand même saluer l'avènement du nouveau code forestier. Merci, M. Sow. Je vous en prie. Donc, je rappelle aux internautes, nous recevons aujourd'hui comme invité M. Abdoulaye Sow, président de l'Union nationale des coopératives exploitants forestiers, sur le nouveau code forestier qui a été voté par l'Assemblée nationale le 2 novembre. Merci. Merci.